Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour une autre édition de l'Africa Newsroom. Le Cameroun, souvent qualifié de terre de diversité, regorge de talents dans l'amour de l'art, la musique, bref, la culture en général. Ces secteurs, au-delà de leur richesse créative, représentent un levier économique encore peu exploité au Cameroun. Mesdames, Messieurs, dans un contexte électoral où les promesses fusent, mais la question est simple. Quelle place accorde-t-on réellement à la culture dans notre moteur de développement? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau d'Africa Newsroom M. Ruben, qui est vice-président de l'ATIC. M. Ruben, bienvenue sur Africa 24. Nous avons aussi M. Arnold Batifilek, directeur artistique du CCMC. Il a également accepté d'être parmi nous. Arnold, merci. Je vous en prie. Nous avons Madame G. Laurentine Assiga, qui est journaliste et présidente fondatrice du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Madame, bienvenue sur Africa 24. Merci de l'accueil, merci d'être parmi vous aussi. Et enfin, cerise sur le gâteau, nous avons Otniel, qui est directeur artistique en musique. Monsieur Otniel, bienvenue sur Africa 24. Merci à toute l'équipe. Avant de comprendre l'univers de l'art, mesdames, messieurs, et ses enjeux, bien sûr, je vous propose d'écouter un reportage signé Marie-Raphaël Antolo. Le rideau est tombé vendredi 27 juin 2025 à Yaoundé sur la 16e édition du Forum des métiers de la mode et du design avec un grand défilé de clôture orchestré par le Centre des créateurs de la mode du Cameroun. L'événement a mis en lumière le dynamisme de la scène créative africaine en valorisant aussi bien les jeunes pousses que les talents confirmés du continent. Sous le signe de la créativité et de l'intelligence artificielle, la soirée a réuni professionnels de la mode, partenaires institutionnels et invités de marque, témoins d'un élan collectif vers une mode africaine innovante et affirmée. L'importance de cette grande soirée, c'est de montrer que la mode est un maillon important dans la culture. C'est très important. Tout ici, vous avez vu, ce sont des jeunes qui croient, ce sont des jeunes talentueux, ce sont des jeunes qui rêvent. Et à travers le CCMC, le Forum des métiers de la mode et du design, on donne la possibilité à cette jeunesse-là de rêver, d'y croire. Parce que si M. Imana ici a pu être aujourd'hui le seul Africain camerounais inscrit dans le calendrier de la semaine de la mode à Paris, c'est possible qu'un Africain, qu'un Camerounais, un deuxième puisse encore le faire. La cérémonie a notamment permis de récompenser des stylistes aux univers singuliers. Amadou Manadjam s'est vu attribuer le prestigieux prix Talent de créateur 2025, tandis que le prix coup de cœur du jury a été décerné à Cécile Bella. Engagée pour une mode durable, Sodetou Mefere Mbombo a quant à elle reçu le prix de l'ONG Enviforest International qui distingue les pratiques respectueuses de l'environnement. Le jury a également salué la maîtrise artistique de Carole Tala et Cabrel Powo, dont le travail témoigne d'une technique aboutie et d'une esthétique contemporaine. Ma collection elle s'appelait Innovation, donc en langue Hausa, Zamani. Donc innover, c'est pourquoi vous verrez des vestes avec des voiles dans ma collection et des vestes avec des corps fleuris pour ramener certains gens qui sont restés fort longtemps dans leur cadre. Donc là, moi, je viens leur proposer certains vêtements qu'ils peuvent consommer sans toutefois sortir de leur zone de confort. Le défilé s'est construit en 3 séquences fortes. En outre, les jeunes créateurs incubés au sein du CCMC ont présenté des collections innovantes, témoins d'une formation alliant rigueur technique et audace créative. Les anciens lauréats du forum ont ensuite pris la relève, réaffirmant leur savoir-faire à travers des créations empreintes d'identité africaine. En clôture, les stylistes invités ont livré des pièces affirmées entre modernité des coupes, richesse textile et narration culturelle. Ce rendez-vous annuel s'impose ainsi comme un catalyseur pour les industries créatives africaines tournées vers l'excellence et l'international.
La mode camerounaise, riche de ses tissus, couleurs et créateurs talentueux, est bien plus qu'un art de vivre. C'est un secteur porteur d'emplois, d'innovation et d'identité. Ce secteur culturel contribue actuellement à seulement 3% du PIB camerounais. Selon vous, Madame G. Laurentine, pourquoi reste-t-il sous-financé malgré son potentiel économique? En fait, moi, je crois que c'est un problème de prise de conscience et des enjeux. Parce que la mode aujourd'hui, ce qu'on voit sous d'autres cieux, la mode, c'est un grand vecteur d'identité. C'est également un grand outil de marketing. Vous voyez, quand on parle de la France, on va parler de la mode française. Vous voyez, on s'habille à la parisienne. Parce que quand on a mis son jean avec sa veste et le t-shirt en bas, on a le look parisien. Donc, ça valorise un pays, ça le positionne, ça positionne son image de marque. Mais ici, on ne comprend pas la puissance du soft power. Et la mode fait partie de ces éléments, de ce soft power-là. Donc, il faut véritablement que la culture de façon générale et la mode en particulier sortent dans les mentalités de son statut de résiduel, de quelque chose qui n'est pas assez important, qui n'est pas forcément utile, qui n'est pas prioritaire ni urgent. Donc, le jour où on saura prioriser ces secteurs-là, on verra que vous allez développer une économie parce que c'est plus facile d'avoir des entrées dans le PIB, des recettes, quand on passe par des secteurs comme la mode, parce que là-bas, ça circule. Il y a des commandes qu'on passe facilement, rapidement. Donc, que ce soit sur le vestimentaire, la maroquinerie, des accessoires et tout, l'argent circule facilement dans la mode. Mais ici, on ne perçoit pas ça parce que la mentalité est, excusez-moi le terme, un peu villageoise. Parce qu'on est, ou bien quand on parle de mode, on dit, c'est les choses des blancs, on fait des choses des blancs. Mais franchement, il faut qu'on apprenne aussi à copier ce qui est bien. Vous êtes directeur artistique, Monsieur Amaro. Comment pensez-vous que la mode pourrait être mieux valorisée sur le plan national et international? Moi, déjà, la mode serait mieux valorisée si, déjà, même, comme on disait tantôt, c'est un problème de prise de conscience, en fait. Parce qu'il faudrait que nous-mêmes, nous puissions prendre conscience que la mode, ce n'est pas un amusement, c'est pas un passe-temps. Je suis désolé de le dire. En fait, moi, déjà, de base mannequin et aujourd'hui directeur artistique, j'ai vu, j'étais sur le podium, mais aujourd'hui, je travaille au niveau de l'envers du décor et je découvre tellement de choses. Pour ajouter de l'eau au moulin de Madame G. Laurentine Atiga, la mode aussi propulse au niveau du tourisme. On le voit. Quand vous voyez, par exemple, à l'étranger, lors des Fashion Week, ce sont les hôtels qui font des recettes, ce sont les restaurants qui font les recettes, ce sont les compagnies aériennes qui font des recettes parce que on a les touristes qui rentrent et on a les touristes qui sortent. Donc, c'est vecteur de beaucoup de richesses. Donc, pour moi, il faut déjà que les mentalités changent et comprennent qu'il y a beaucoup de métiers qui voient le jour même dans la mode. Actuellement, on parle de direction artistique. Donc, on voit aujourd'hui que on va avoir une marque, on va avoir un chanteur, il y a un directeur artistique derrière qui est responsable de l'image ou même d'un produit. En fait, aujourd'hui, même, je dis, tous les métiers de l'art, de la culture sont extrêmement liés. C'est qu'à un moment, j'ai besoin de journalistes parce que je ne suis pas... Il y a des marques qui n'ont même pas de communicateurs, qui ne savent pas communiquer. Donc, du coup, le journalisme intervient dans la mode intervient dans le journalisme. Après, vous êtes vêtu. Ça prouve que la mode a un impact au niveau du journalisme, donc, et ainsi de suite, dans la musique, dans tout. Donc, nous sommes, comme on dit en anglais, intertwined, c'est-à-dire, en fait, on est, Oui. voilà. Vous parlez très bien of being intertwined, mais le Cameroun compte plus de 500 festivals artistiques répertoriés, mais peu reçoivent un accompagnement public durable. Quelle politique pour soutenir ces initiatives locales, Monsieur Ruben? Alors, c'est une très bonne question. Je voulais d'abord embrayer sur les belles paroles qu'ont dit G. Laurentine et Arnold. Ils ont posé clairement le problème de l'établissement d'une chaîne de valeur. Les responsables, au niveau de la décision politique, doivent être conscients de ce que pour faire du chiffre avec les métiers des arts et de la culture, il faut contribuer positivement à la mise en place d'une chaîne de valeur, ou plutôt j'ai presque envie de dire au renforcement des chaînes de valeur qui existent déjà. Parce que pour que Arnold fasse son travail dans le cadre du CCMC, il y a déjà tout un mécanisme qui est en place et ce mécanisme-là
consolide les acquis, met en interaction des acteurs divers, des coiffeurs aux maquilleurs, en passant par les couturiers, les accessoiristes. Et c'est une chaîne de valeur qui existe déjà. Pour faire du profit à partir de la mode, il faut donner de la force à ces gens qui travaillent tous les jours et il faut aussi donner de la valeur au travail qu'ils ont fait en créant, en élargissant les perspectives de valorisation et de marché. C'est le problème en général chez nous. On ne se rend pas compte que derrière un travail artistique, il y a un tas de personnes qui travaillent et qui créent de la valeur. Ça nous amène évidemment à l'appréciation des politiques. Les politiques ne seront idéales. C'est là qui malheureusement ne Oui. sont pas valorisés. Tout à fait. Ils ne sont pas valorisés parce que, encore une fois, un festival, c'est des personnes qui travaillent dans une chaîne. Vous avez les techniciens, vous avez les artistes, vous avez les chauffeurs, vous avez les cuisiniers, vous avez les coiffeurs, vous avez les stylistes. Et c'est tout cet ensemble de personnes qui donnent la force à un événement culturel. Et ces personnes-là, je crois qu'on ne sait pas tout l'engagement qu'elles mettent pour faire vivre des événements culturels. Et parce qu'on ne sait pas la valeur de cet engagement, ni en termes d'énergie, ni en termes de ressources, de temps, ni en termes d'argent et d'investissement, on pense que c'est du jeu. Et au niveau politique, on ne sent pas qu'il faut s'impliquer, ce qui est une erreur grave à mon avis. Et même que si je peux ajouter quelque chose, il y a un problème de consommation même de cette... Comme on est dans la mode, la consommation de la mode camerounaise, parce que c'est qui prennent la décision. C'est-à-dire quand vous voyez les marques, vous cherchez la marque camerounaise dans leur outfit. Vous cherchez les marques camerounaises dans leur outfit. Du Made in Cameroun, le Made in Cameroun peut-il réellement concurrencer les grandes marques africaines internationales? Quel obstacle freine son rayonnement, M. Ordinaire? Vous savez, nous, dans notre environnement, malheureusement, on crée des concepts pour noyer les problèmes. Le Made in Cameroun, c'est un concept qui n'a pas de grand contenu. C'est plus un slogan qu'une vraie démarche au Cameroun. Made in Cameroun, ça veut strictement dire fait au Cameroun, comme on dit Made in China et le reste. Mais il y a une idée derrière, c'est promouvoir la production locale. Je crois que ça part du DSRP ou le DSCE et même aujourd'hui dans la SND 30, on parle d'import substitution. Ce que ça veut clairement dire, c'est que on substitue ce qui vient d'ailleurs par ce qui est fait au Cameroun. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que ça se fait? Mais il y a des signaux simples qui montrent que la décision politique va dans ce sens. Vous êtes arrivé dans un bureau d'un ministre, d'un président, d'un chef de quoi que ce soit, et vous avez l'impression que vous êtes en Afrique. Jamais. Ça veut dire qu'on est dans des slogans et on n'est pas dans de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas compétitif? C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Parce que dans tous les cas, si je suis surtaxé et qu'il y a des franchises pour ceux qui viennent d'ailleurs, c'est évident qu'on ne va pas acheter. Je vends le tapioca à 300, d'une très bonne qualité. Il y a le tapioca à côté de moi qui coûte 50, qui vient de la Thaïlande. Même moi-même, après avoir produit mon tapioca de 300, je vais acheter le tapioca thaïlandais pour manger à la maison. C'est ça qui se passe en fait. C'est que même nous, qui sommes dans l'environnement de production, nous-mêmes on consomme ce qui vient d'ailleurs parce que c'est plus accessible, c'est plus facile, c'est plus répandu et c'est moins cher. Dans la musique. Mais évidemment, il n'y a pas de secteur, même au-delà de l'art, même notre façon de parler. Même notre façon de parler est structurée par la façon dont les autres parlent. Même notre façon de penser, même notre éducation. L'éducation, on va à l'école aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Vous savez, moi j'ai fait un cours quand j'étais au secondaire qui s'appelait Fishing in Norway. Vous imaginez à quel point c'est grave qu'un enfant qui vive en Vogada, qui va à l'école, au lycée bilingue d'application, apprenne ce que c'est que la pêche en Norvège. Et que j'ai fait pendant 3 semaines un cours sur la Révolution française. Sauf qu'on ne m'a jamais parlé de Oumiobe pendant que j'étais à l'école. C'est d'un scandale immense. Et je pense que c'est un problème de volonté politique. Il y a des raisons évidentes, objectives, mais des raisons aussi cachées à cela. Mais on ne peut pas construire un environnement qui nous est propre en essayant de copier les autres. Madame Gironti, nous semblait être passionnée tout à l'heure par le sujet Made in Cameroun. Comment pensiez-vous que le gouvernement ou encore même le secteur privé peuvent mieux vous accompagner dans le secteur culturel pour hisser l'industrie de la culture vers le haut, à pouvoir consommer le Made in Cameroun? Je crois qu'il faut aller au-delà des parrainages institutionnels. Bon, moi, je suis organisatrice de la Coupe du Monde de la presse culturelle. Il faut aller au-delà de, oui, nous accordons le parrainage ou bien la petite logistique ordinaire, une salle, un espace.
Ça doit aller au-delà parce que si on doit faire venir 50 journalistes internationaux dans certains rangs, on doit payer leur billet d'avion, les hôtels, et ainsi de suite, même s'ils viennent consommer localement. Il faut aller au-delà. Il faut comprendre que c'est du soft power, c'est un positionnement stratégique au niveau du monde. Regardez le Cameroun aujourd'hui, culturellement parlant, même en Afrique centrale, on a perdu notre place. On a perdu notre place parce que derrière, il n'y a pas, au-delà des efforts individuels, des passionnés de la culture que nous sommes, il n'y a véritablement pas un soutien réel. Mais parfois, on voit des soutiens dans des événements qui, je ne voulais pas dire attention, mais qui n'apportent réellement aucun impact. Où vous apprenez qu'on a donné 800 millions ici, alors que le CMC voudrait ne serait qu'un petit 50 millions pour faire des choses grandioses ou pour ouvrir tout un champ, parce que là-bas, il sort chaque année 50 élèves qui ouvrent une entreprise de mode. Parce qu'il faut comprendre, c'est un créateur de mode comme un musicien ou un artiste visuel, ce sont des entreprises, ils emploient des gens. Donc, il faut que, comme je l'ai dit, vraiment, il faut dépoussiérer les mentalités. Il faut qu'on ait de véritables visionnaires et des bâtisseurs de grandeur. On a besoin de ça. Quelqu'un qui comprend, un peu comme on voit au Burkina Faso aujourd'hui. Quelqu'un qui comprend que son pays doit être positionné, son pays est grand. Il faut d'abord célébrer la compétence locale avant d'ouvrir. Il parlait de l'import substitution. Quand vous allez dans certains domiciles, dans les caves, il y a quoi? Il n'y a pas le matango, il n'y a pas le haki, il n'y a pas l'épice, il n'y a pas. Quelqu'un va vous parler du Bordeaux, il ne sait même pas comment c'est fait et tout, mais il va vous raconter l'histoire. Il dépense des millions pour achalander sa cave. Mais il n'y a pas le matango dedans. Qui va valoriser pour nous? Il faut que chacun prenne conscience véritablement que ça, c'est l'héritage même des générations qui arrivent. Donc, nous avons cette obligation de construire, de bâtir ça. Et donc, il nous faut des visionnaires qui disent, OK, au lieu de mettre 1 million pour un festival qui vaut 5 millions, je mets 50. Je dis, OK, oui, parce qu'un festival comme Cannes, l'État participe à 50%. Les mairies hautes. Les visionnaires, nous avons un visionnaire à côté de nous. Arnold, vous êtes directeur des visionnaires. Comment est-ce que vous poussez les gens à consommer le Made in Cameroun? Est-ce que dans vos créations, est-ce que vous incitez les gens à porter le togo, le dope ou encore d'autres coutures africaines? Déjà, ce qui est bien avec nous, le Centre des créateurs de mode, c'est que nous sommes un incubateur. C'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que on voit beaucoup je vais rebondir sur ce que j'ai Laurentien a dit tout à l'heure, on voit beaucoup d'événements qui ont les accompagnements voilà, des particuliers ou du gouvernement, mais on ne voit pas l'impact que cela a. Je suis tout à fait d'accord pour la propagande ou la vulgarisation des métiers de l'art, mais il faudrait accompagner proprement dit des incubateurs ou des projets ou des événements qui enseignent, qui montrent le canevas à suivre. Moi, par exemple, je vais prendre le cas de la mode. Et quand je parlais d'incubateur, on montre parce qu'on parle du Togo, c'est bien, on parle d'une dope, c'est clair. Je me souviens d'une conférence qu'on avait organisée lors des centres des créateurs de mode, je pense, madame G. Laurentine était là, où il y a eu le scandale sur le ndop, par exemple. On créa l'appropriation culturelle par rapport à une maison parisienne qui aurait fait ci ou ça, où Iman leur a justement rebondi dessus pour dire, en fait, nous avons des richesses là. Comment vous-même vous mettez sur place cette valorisation des patrimoines que vous avez? Vous attendez que les étrangers viennent vous faire comprendre que ça c'est beau. D'où le côté artisanal. C'est pour ça que nous, quand on travaille avec nos créateurs, on leur fait comprendre en fait que le simple fait d'aller même au marché, il faudrait déjà savoir comment la chaîne se fait. Comment est-ce qu'on construit un vêtement? Comment est-ce que il faudrait leur apprendre que si tu es une entreprise, et de là, en voyant toutes les charges que tu portes, tout ça, tu vas te dire que non, moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Donc, justement, il faudrait vraiment que les mentalités changent à ce niveau-là. Pour qu'on comprenne que, voilà, ce n'est pas... Il faudrait justement que même nous-mêmes, on aille de ce côté-là. Parce qu'on est là en train de penser que c'est de la blague, c'est pas la blague. Voilà. Donc, dans ce système d'incubation, on rencontre beaucoup de difficultés. Mais le Made in Cameroun, comme disait tantôt Niel, je n'aime pas trop cette expression-là, mais bon,
Je pense que c'est le savoir-faire local qui est important. Il faudrait que nous-mêmes on consomme local. Moi, je suis tombé amoureux très tôt du savoir-faire camerounais, je ne sais pas, et africain plus loin. C'est que je deviens très sensible. On va se dire, oui, le lin, machin. Mais après, il y a un savoir-faire qui est incroyable. Il y a des créateurs qui ont la sensibilité de vous créer des étoffes avec des chutes d'étoffes. Tu te demandes, mais dans ta tête, mais il ne connaît pas comment s'encadrer, comment être encadré, il ne sait même pas comment faire valoir ce savoir-faire. Et c'est incroyable, la magie. Donc, pour moi, ça part de nous-mêmes, en fait. Parler de valorisation, de savoir-faire, nous allons nous pencher vers la musique avec Monsieur Ruben Binam. Dites-nous, comment valorisez-vous les talents artistiques, notamment dans la musique? Parce qu'ici au Cameroun, vous allez vraiment être d'accord avec moi que quand on dit que, OK, je vais être musicien, vraiment, c'est un problème parce que les gens ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Comment valorisez-vous ce métier-là? C'est une très bonne question. La première étape, à notre sens, de la valorisation, c'est la formation. Personnellement, j'ai dû contribuer au niveau du Cameroun à mettre en place des structures qui se sont axées essentiellement sur la formation des musiciens et des chanteurs. Et ces structures ont permis, évidemment, l'émergence d'un certain nombre de talents et de personnes compétentes qui, elles, ont commencé entre elles à travailler dans un esprit, j'insiste beaucoup sur cela, de chaîne de valeur. Et aujourd'hui, nous avons le Centre culturel Ubuntu qui est un aboutissement de la première étape du travail qui s'est tenu entre les années 2000 et les années 2025. Le Centre culturel Ubuntu permet aujourd'hui de voir ces artistes, chanteurs et musiciens en interaction permanente et en recherche de perfectionnement au quotidien. Pourquoi? Pour constituer une force. Maintenant, ils doivent aussi apprendre, au-delà du talent artistique et technique, à constituer une chaîne de proposition, une force de proposition en tant qu'acteurs du développement social et économique. Et à ce niveau, nous contribuons à leur donner aussi une vision stratégique sur ce qu'ils ont à faire. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que les solutions pourraient venir de la manière dont les corporations s'organisent elles-mêmes. Et c'est en cela aussi que j'ai adhéré au projet Actic, dont je suis vice-président aujourd'hui, parce qu'avec le groupement Actic, nous avons la chance de mettre en commun des compétences qui sont celles du domaine de la mode, du journalisme, de l'écriture, du livre. Nous avons aussi la chance de nous retrouver avec des acteurs de différents domaines artistiques et culturels pour constituer une force. Et dans cette force-là aussi, des ponts interprofessionnels qui pourraient éventuellement compenser peut-être, je vais dire, la négligence des institutions politiques ou gouvernementales pour le moment, parce qu'après, les choses peuvent évoluer. Mais je pense que l'idée de groupement, c'est aussi une idée qui répond à ce besoin de complémentarité et aussi de faire entendre un son de voix beaucoup plus... Monsieur, mais pensez-vous que, comme Monsieur Ruben vient de le dire très bien, est-ce que les artistes ont besoin d'être complémentés pour pouvoir réussir? D'être complimenté. Complémenter, c'est compléter. Évidemment. Il y a le génie créatif qui dépend de moi. Il y a la formation, tonton Ruben en parlait tout à l'heure, il y a la formation. Oui, je l'appelle tonton Ruben. Après, les autres l'appellent comme ils veulent. Il y a la formation. Généralement, quand on parle de structuration, malheureusement, même les acteurs de la culture ont l'impression que la structuration se fait quelque part et quand ce sera fini, on va les appeler pour venir. Non, la structuration, c'est moi d'abord. Comment est-ce que je me structure en tant qu'acteur, en tant qu'entité individuelle? Après, il y a ma première équipe, mon premier collaborateur, mon manager, mon producteur, machin. Comment est-ce qu'on se structure entre nous? Il y a des gens, ça fait 15 ans, ils sont dit le manager d'autrui, mais il n'y a pas de contrat entre eux, il n'y a pas de réelle liaison. Moi, j'enseigne depuis 4 ans aujourd'hui que tant que tu n'as pas de contrat, tu n'es pas ce que tu dis que tu es. Tu es un bon grand frère qui soutient un jeune petit qui se bat, mais tu n'es ni son manager, ni son producteur, ainsi de suite. Donc, il y a cette structuration-là qu'il faut avoir. Mais la structuration aussi, c'est comment est-ce que j'encadre mon activité. Ça veut dire, il y a des labels, puisqu'on parle de musique, il y a des labels qui n'existent que de nom. Facebook au Cameroun.
pas d'existence légale. Ce qui fait qu'au moment où les choses vont devenir sérieuses, ça ne sera pas eux. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'activités au Cameroun, mais légalement, il n'y a pas grand-chose. Et ça peut être lié peut-être à quelque chose dont on va parler plus tard. C'est pourquoi est-ce que sur le plan politique, parfois le regard est très minimaliste sur notre activité. C'est aussi parce que nous-mêmes, on n'a pas les preuves de... Tout le monde sait qu'il y a de la compétence, il y a de la ressource, il y a du financement, il y a de l'économie. Mais comment est-ce qu'on réussit à prouver ça si ma structure n'a même pas de fiche comptable? Comment est-ce que je prouve que je peux produire de l'argent si en fin d'année, je ne montre pas quels étaient les intrants et quels sont les extrants? Donc, je pense aussi que nous-mêmes, en tant que structure, on doit pouvoir se mettre ensemble. Et maintenant, le niveau le niveau avant l'avant-dernier niveau, c'est comment est-ce que les structures interagissent entre elles. Parce qu'aujourd'hui, moi, je tiens à la belle information. C'est important que je travaille avec Arnold. Parce que je ne vais pas habiller mes artistes moi-même. Je peux leur acheter des habits au marché, mais est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Donc, c'est cette interaction-là entre les acteurs du même secteur, mais les acteurs de différents secteurs qui sont complémentaires. Maintenant, le dernier niveau, c'est comment est-ce que les politiques publiques entrevoient et promeuvent les secteurs. Parce qu'il est important de dire que le Cameroun a cet avantage d'être très prolifique en termes de structuration formelle et légale de comment est-ce que les choses devraient marcher. Mais de toute évidence, entre ce qui est légal au Cameroun et ce qui est fait, il y a un grand fossé. Le Cameroun, c'est le premier pays en Afrique qui a ratifié une loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, sur la propriété intellectuelle. C'est depuis les années 2000. Nous qui sommes dans le secteur... Vous touchez là un côté vraiment très sensible, étant donné que vraiment, ça perce, vraiment, c'est très pertinent. Nous allons revenir à ce sujet pendant la deuxième partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, nous touchons à la fin de cette première partie de l'Africa Newsroom. La suite, c'est dans un instant. Retour sur ce plateau de Africa Newsroom. Notre thématique reste centrée sur les talents du Cameroun. Mesdames, Messieurs, avant de continuer nos échanges, je vous propose un autre reportage signé Marie-Raphaël Antolo. Édition du Forum des métiers de la mode et du design au Cameroun, le Centre des créateurs de la mode du Cameroun a organisé ce 26 juin à Yaoundé à l'Institut français la sélection et la valorisation des jeunes créateurs stylistes à travers son prestigieux Jury Talents de créateurs 2025. Cette initiative, au cœur de l'événement lancé depuis le 23 juin et censée se clôturer ce 28 juin 2025, vise à révéler la nouvelle génération de professionnels de la mode, du design et de l'artisanat alliant talent créatif et sens de l'entreprise. Était que chaque créateur puisse défendre son idée et son intention de vouloir mieux développer son entreprise. Donc, ce qui fait que chaque créateur est passé devant le jury en exposant ses qualités, ses faiblesses, enfin, présenter son projet pour pouvoir quand même bénéficier. Je tiens à rappeler que le prix qui est en compétition est le prix d'une valeur de 6 000 €. Donc, on parle de 4 millions de CFA qui est attribué par l'Institut français pour pouvoir accompagner le créateur ou la créatrice qui va être lauréate pour pouvoir un petit peu structurer son entreprise. En compétition pour le prix de l'Institut français, Sodetou Méfir Bombo, Amadou Jam, Cécile Bella, Carole Tala, Cabral Pouo et Estelle Ngo Unkab sont les 6 derniers candidats en lice. Ce 26 juin, ils ont fait face à un jury composé de professionnels du secteur, d'acteurs institutionnels et de mentors internationaux alors qu'ils passaient à tour de rôle pour présenter et justifier leur création. Ces stylistes ont par ailleurs bénéficié d'une masterclass dispensée par le CCMC où ils ont pu se former sur 4 modules clés: technique, économique, juridique et industrialisation. L'objectif étant de contribuer à la transformation des créateurs émergents et entrepreneurs aguerris. Nous, on prône au travers de ces créateurs une mode qui peut être une mode internationale. Ça ne sert à rien que les créateurs continuent à travailler sur du folklore si ce n'est pas pour vivre. Aujourd'hui, un créateur qui façonne une collection, c'est pour que son travail puisse à la fois être porté au Cameroun et porté à l'étranger ou à l'international. Donc, on prône un petit peu, certes, une mode avec le savoir-faire local, mais on veut une mode internationale qui puisse nourrir son homme.
soulignant que l'ambition du CCMC est de professionnaliser la mode camerounaise, l'inscrire dans une dynamique entrepreneuriale pérenne et l'orienter vers l'international. Mesdames, Messieurs, la mode, ce n'est pas que du glamour et les podiums, c'est un secteur aux multiples métiers. Stylistes, modélistes, mannequins, photographes, couturiers, maquilleurs, créateurs d'accessoires, community managers, marketeurs de mode, autant de talents qui, bien encadrés, peuvent devenir de véritables moteurs économiques pour le Cameroun. Alors, dans un pays où la jeunesse représente 70% de la population, comment la mode et même la musique peuvent-elles devenir des alternatives valables à l'emploi, Arnold? La mode. Bon, déjà, moi, j'ai envie de prendre une petite histoire. En fait, on en parlait tout à l'heure. Non, je sais. Comment ça a commencé? C'est à part d'une passion personnelle, en fait. D'une passion. Je n'ai jamais su mettre le mot sur ce que j'étais ou ce que je pensais devenir. Moi, quand on me demandait, je voulais pas devenir médecin. Je voulais pas devenir, voilà. Par contre, j'aimais bien tout ce qui touchait à l'art. J'aimais bien écouter la musique. J'aimais bien dessiner. J'aimais bien tout faire ça. Et puis, je suis entré dans le mannequinat. J'ai commencé à défiler. Je suis mannequin depuis 16 ans. Je pense que, la mère, comme je l'appelle, Laurentine m'a vu. Tonton Ruben, n'en parlons plus. Mais après, c'est ça. Mais sauf que quand j'arrive au niveau du centre des créateurs de mode, je suis curieux de voir l'envers du décor. Comme je disais tantôt, c'est que moi, je me demandais, je défile, mais qui paye le mannequin? Comment s'organise un événement? On parle de designer, c'est quoi le designer? C'est quoi le styliste? C'est quoi tout ça? Et j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à toucher du doigt et ça m'a... Voilà, donc, plus loin, je veux dire que le centre, je ne suis pas uniquement le directeur artistique du centre des créateurs de mode du Cameroun. Je suis un pur produit du centre des créateurs de mode. Pourquoi? Parce que j'ai été mannequin du CCMC et où je suis directeur artistique du CCMC. Donc, je suis en plein, je continue mon processus de formation, en fait. Donc, pour moi, il faudrait déjà que chacun, on puisse comprendre que les métiers de la mode et de la musique, c'est pas pour quelqu'un qui a raté sa vie. Non, je suis désolé. Non, au contraire. Au contraire. Si on arrive à vous faire sourire, si on arrive à vous rendre beau, c'est pour dire, en fait, qu'on contribue à votre bonheur, à votre épanouissement. Donc, honnêtement, je suis aujourd'hui, on me tague avec ça. Je gagne ma vie en étant directeur artistique. Ça, je ne peux pas le nier. Voilà. Donc, il faudrait remettre à ça ce qu'il y a à César. Je ne travaille pas que dans la mode. Je travaille dans le journalisme. Je travaille dans la musique. Je travaille même dans la communication, la publicité et même avec les journalistes, je travaille avec. Donc, voilà, le cinéma aussi. Merci. Donc, honnêtement, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas éclore? On devrait, voilà, c'est peut-être comme j'insiste sur le fait de changer de mentalité. C'est très important, changer de mentalité. Aujourd'hui, quand on est directeur artistique, on n'a pas raté sa vie. Et encore, il y a directeur artistique et directeur artistique. Donc, il faudrait faire la part des choses, en fait. Madame Laurentine, les Camerounais, même les Africains, surtout en Afrique francophone, ont toujours tendance à se réfugier dans la fonction publique. Pourtant, l'industrie de la culture, mode, musique, cinéma et j'en passe, regorge tellement d'emplois pour ces jeunes-là. Comment pensez-vous que vous pourriez attirer ces jeunes-là à pouvoir accepter d'être acteurs dans l'industrie de la mode? Moi, je l'ai déjà dit que on a quand même une génération actuelle qui est assez éveillée sur ce plan. Parce que ce qu'on ne leur a pas, à ceux qui espéraient notamment aller dans la fonction publique, on leur a pas dit que les salaires étaient bas là-bas. Ils se disent oui, bon, ils vont, à la fin du mois, ils auront quelque chose, mais tu peux avoir bac plus 3 et tu n'as que 120 000. Hein? Tu n'as que 120 000 dans certains cas. Vous avez suivi, il y a eu un débat où on parlait de gagner 38 000. Est-ce qu'on peut vivre avec 38 000? Mais vous êtes fonctionnaire. Donc, il faut peut-être mieux leur expliquer les choses. Les jeunes ont besoin d'une orientation professionnelle très ciblée. Et ça commence à la maison, avec les parents, qui doivent déjà identifier que celui-ci il a un doigté pour l'art de la mode. Vous avez, par exemple, les jeunes garçons aujourd'hui qui ont leur routine de skincare. Par là-bas, au lieu de les rejeter, de leur dire, vous allez rater, vous allez devenir un genre, bon, je ne vais pas prononcer le mot. Donc, il faut voir que non, il a déjà une attention sur lui. Alors, comment l'encadrer?
Parce que très souvent, les parents rejettent les enfants ou bien deviennent sévères. Le cas d'Arnold est assez éloquent dessus. Non, on te bloque, mais c'est un métier. Parce que même les parents aussi sont ignorants quelque part. Il y a un problème d'ouverture d'esprit, voir véritablement qu'à partir de zéro, on peut bâtir un véritable métier, une véritable carrière. Il y a tellement d'exemples. Donc, pour nous, journalistes, c'est continuer déjà cette sensibilisation-là, à ouvrir, parce que nous sommes les faiseurs d'opinion, à leur dire non, détrompez-vous, parce que le petit reproche que je nous fais à nous, c'est parfois d'être attentiste, de suivre la mouvance comme elle va. On quitte de plus en plus notre rôle d'avant-gardiste, des veilleurs de conscience, de dire, hey, dans ce secteur, on peut élever telle ou telle chose. Donc, il faut donc continuer à sensibiliser les enfants et dès la base, les parents voient déjà quelles sont les orientations professionnelles qu'ils prennent par rapport à leurs habitudes à la maison. Et maintenant, quand ils arrivent dans le système scolaire, comme il parlait de l'histoire et autres, qu'on ait vraiment un système scolaire basé sur la profession. Qu'on ne fasse pas des études pour faire. Moi, il y a des choses que j'ai apprises qui ne me servent à rien. Oh, on t'a dit c'était coefficient 5. Oh, dans ton métier, ça ne t'est pas utile. Qu'on ait une éducation utile qui puisse permettre que, OK, si je veux, par exemple, me lancer dans la boulangerie ou bien dans la pâtisserie, dès la 6e, je commence à apprendre ça. Pas que c'est quand je suis à l'université que je commence à chercher l'orientation, je vais même faire quoi de ma vie. Et du coup, comme on sait qu'être fonctionnaire est accessible, tout le monde cherche à aller là-bas. Donc, c'est simplement la voie de la facilité. Donc, nous devons éduquer nos enfants à la profession dès l'enfance. Regardez un peu l'exemple de la Chine. Dès la maternelle, on apprend un enfant à faire la cuisine. Ce n'est pas une maternelle, on colorie et puis basta. On lui apprend à faire un métier. Donc, nous devons vraiment changer notre vision de la vie. Et à partir de là, on va avoir des choses merveilleuses. Monsieur Ruben, celle-ci, elle est pour vous en tant qu'expert dans la musique. Comment structurer l'industrie musicale au Cameroun pour la rendre plus compétitive à l'échelle continentale? Peut-on imaginer une collaboration institutionnelle entre musiciens, État et secteur privé pour exporter la musique? C'est une véritable thèse de doctorat que vous me demandez de soutenir, mais on va essayer de répondre de manière méthodique. La première étape, à mon avis, c'est la formation. Il faut multiplier les moyens de former les acteurs du domaine musical parce que c'est un domaine très perméable, c'est-à-dire n'importe qui se lève et décide qu'il est musicien, autoproclamé d'ailleurs, sans aucune base, sans aucune connaissance du langage musical ou d'une technique. Donc, pour ne pas aller plus loin, autoproclamé. Il faut arrêter, j'ai presque envie de dire, l'invasion par les musiciens autoproclamés et constituer une vraie chaîne de formation, une vraie plateforme de formation qui comprend plusieurs structures dans les différentes régions du pays et qui est suivie aussi bien par des opérateurs privés que par le secteur public. C'est très important parce qu'à la base, c'est comme les médecins. Les médecins que vous avez à l'hôpital, ce sont les médecins que vous avez formés dans les centres de formation. La deuxième étape, c'est la constitution d'unités de production. Et les unités de production sont des endroits où on pourra enregistrer de la musique pour la commercialiser à l'international ou au niveau local. Et l'avantage d'avoir des unités de production, c'est qu'elles font travailler, on disait les directeurs artistiques tout à l'heure, ils font travailler des directeurs musicaux, ils font travailler des arrangeurs, ils font travailler des professionnels qui, eux, vont donner de la plus-value à la création musicale d'un secteur. On parle du Cameroun. Donc, du Cameroun, forcément, vous aurez des personnes qualifiées pour veiller à ce que les choses se fassent bien. À un moment donné, ça s'est un peu fait spontanément dans l'histoire de la musique du Cameroun. Nous avions des personnes qualifiées pour choisir les titres qui vont être faits, les arrangeurs qui vont signer les arrangements. Et on avait de la qualité et on était compétitif. Simplement repartir de ce modèle pour recréer l'environnement qui permet que n'importe qui n'entre pas en studio pour nous pondre n'importe quel œuf pourri. Et donc, la troisième étape, c'est avoir des centres qui permettent aux acteurs
qui sont prêts pour la scène, de préparer donc des propositions. Ces propositions qui vont donc maintenant être diffusées sur les différentes scènes. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de scènes, mais ce qu'on a appris aussi en nous battant sur le terrain de manière pratique, c'est que tout peut être une scène. Un jardin peut être une scène, un garage peut être une scène, un espace aéré peut être une scène lorsqu'il fait saison sèche. Et il y a des endroits inattendus qui peuvent devenir une scène. Il nous est arrivé de jouer dans les 4 coins du monde dans des endroits qui étaient tout sauf faits pour la musique. Donc, tout peut être une scène. Et à ce niveau-là, on peut être optimiste. Et c'est là qu'on a besoin, encore une fois, des autres aussi, les architectes, les décorateurs, des stylistes. Et donc, toujours cette idée de ne pas travailler seul, mais dans une logique de chaîne de valeur. À partir de ce moment, nous créons ce qui va être le cordon de la professionnalisation des métiers de la musique au Cameroun, qui intègre évidemment non seulement les artistes, mais aussi les techniciens et les autres métiers connexes, parce qu'il faut bien que les musiciens s'habillent, il faut bien que les musiciens se coiffent, il faut bien que les musiciens soient maquillés, il faut bien que les musiciens se nourrissent, il faut bien qu'on transporte du matériel, les chauffeurs, la logistique, etc., etc. Et à partir de ce moment, on répond à la deuxième question. Nous devenons compétitifs à l'international, ce qui veut dire que maintenant, on peut tutoyer les multinationales, les impliquer dans l'organisation d'événements, puisque nous avons les valeurs humaines, des ressources humaines, nous avons les concepts que nous pouvons soutenir, nous avons nous-mêmes une plateforme endogène qui est excitante et qui est, comment on appelle ça, attractive pour les autres. À partir de ce moment, nous pouvons envisager des dynamiques, que ce soit avec des opérateurs du tout monde ou même avec des décideurs de notre contexte. Marc, là, je te laisse peut-être. Otniel, Monsieur Ruben, tout à l'heure, il énonce très bien l'aspect de la formation, mais l'État a mis en place l'Université des Beaux-Arts. Est-ce que vous pensez vraiment que des artistes, architectes, musiciens, peintres, qui sortent de cette structure-là sont prêts à affronter le marché de l'emploi au Cameroun dans l'industrie de la culture? Je parle de l'Université des Beaux-Arts ici, cette émission ne va pas bien finir. Je vous promets. Je vous disais tout à l'heure qu'on crée des paravents, des concepts et même parfois des législations juste pour étouffer les problèmes de fond. On ne crée pas. Vous savez, il y a une citation française qui dit que ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Vous n'inventez pas en tant que politique une solution pour des acteurs sans les associer à la pensée de la solution. C'est un peu le même problème qu'on a eu en 2020 avec la loi sur les fédérations culturelles, qui aujourd'hui, c'est un miroir aux alouettes. En fait, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Ça fait 5 ans, déjà on fait fonctionner quelque chose sans décret d'application, on ne comprend pas exactement. En fait, il y a une autre citation, ça c'est très camerounais, c'est que parfois, quand il y a une affaire, il faut créer l'affaire dans l'affaire pour que la première affaire meure. Au Cameroun, je vous disais tout à l'heure, en 2000, il y a la loi sur le droit d'auteur. C'est la première loi en Afrique dessus. Sauf qu'on est l'un des pays qui vit moins bien son droit d'auteur. Donc, le problème n'est pas ce qu'on a dit sur le fonctionnement. On a eu le DSRP au Cameroun. On a clôturé le DSRP pour entrer dans le DSE sans faire de bilan du DSRP. Avant le DSRP, on est sorti de l'initiative PPTE. On ne sait pas trop comment on est sorti de là, mais apparemment on est sorti. On est entré dans le DSRP, on ne sait pas trop comment on est sorti là. On est passé au DSE. Et aujourd'hui, on nous vend la panacée de la SND 30 comme étant la solution à tous les problèmes du monde entier. En 2030, on sortira de là, puisque les plans sont autour de 10 ans, on sortira de là pour autre chose. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour les acteurs? Tonton Ruben a abordé tout ce qui dépend des acteurs. Ça, c'est ce que nous, on doit faire. Maintenant, l'État doit créer des conditions d'efficacité et d'exposition de ce travail. J'ai Laurentine parlait beaucoup de soft power. Il y a l'idée du soft power qui est très intéressante. Vous savez, il y a 20 ans, on se moquait tous de la musique et des films nigérians au Cameroun. On regardait ça quand on voulait voir un truc. Aujourd'hui, pour se moquer du cinéma, il faut regarder plutôt le cinéma camerounais. C'est terrible qu'on en soit arrivé là. Le Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, il y a 20 ans, venait se former au Cameroun pour pouvoir structurer leur société. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une société de droit d'auteur qui fonctionne plutôt bien. Au Cameroun, où on bagarre autour de 200, 300 000 parce qu'on nous a donné ça une fois pour partager à 6 000 personnes. Limite, mieux tu fais le pouce, quoi. Ça te fait 200 par jour. C'est mieux que gagner 35 000 après 2 à 3 mois de travail. Donc, on est dans un environnement où il faudrait que l'État, déjà, se départisse de l'opérationnalité de l'activité culturelle. J'entends tous les candidats.
à l'élection présidentielle au Cameroun, dire qu'ils vont créer des studios, ils vont créer... C'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle. Nous, on crée déjà les studios sans ça. Il faut créer l'environnement pour que nous, on puisse continuer d'être productifs. En fait, l'autre chose au-delà du soft power, c'est que pourquoi est-ce qu'on finance les autres secteurs d'activité? Parce que ces secteurs d'activité sont des extensions de l'action politique centrale. Mais la culture l'est aussi. Quand on fait de la musique, imaginez Africa 24 sans musique. Imaginez à quoi ça va ressembler. Je ne vous conseille même pas d'imaginer ça, ce n'est pas très beau. Donc, imaginez n'importe quoi sans musique, sans art. Si on n'était pas habillé ici, comment est-ce qu'on ferait l'émission? Il y a de la mode. Si vous ne saviez pas parler, là je parle du journalisme, comment est-ce que vous tiendrez l'émission? En fait, l'État doit voir les acteurs de la culture comme des extensions de leur propre pouvoir. Et c'est pour ça qu'on ne demande pas la subvention à l'État sur la culture. L'État a le devoir, l'obligation fonctionnelle de subventionner. Non pas de subventionner, de financer. Parce que subvention, ça fait un peu parrainage, quelque chose comme ça. De mettre, d'injecter de l'argent. Comme on injecte dans l'agriculture, comme on injecte dans le bâtiment, comme on injecte dans la sécurité, comme on injecte dans les routes et dans la santé. Parce qu'on finance la santé, pourquoi? Parce que c'est pour le bien-être de la population qui est la main ouvrière. Mais si les gens sont en santé, sur le plan clinique, mais n'écoutent jamais de musique, en fait, ils ne sont pas en santé. S'ils ne s'habillent pas, ils ne sont pas en santé. Si les architectes, vous savez, juste la façon dont les maisons sont construites dans une ville affecte la mentalité de ceux qui habitent là. Donc, c'est important qu'on mette tout ça ensemble. Problème très pertinent, c'est-à-dire avec les artistes, comment protéger le droit d'auteur. Madame G. Laurentine, dites-nous, vous êtes comme une voix des sans-voix pour les artistes culturels. Comment pouvez-vous vraiment dénoncer ce fléau? Alors, c'est pas dénoncer. Je crois que, comme il a dit, le mécanisme légal existe. Maintenant, il faut qu'on ait les bonnes personnes à ces places. Parce que le casting, parfois, les dés sont pipés. Au casting, on va mettre quelqu'un qui ne connaît pas. Mais comme c'est quelqu'un qu'on peut facilement maîtriser, là, on va le laisser à un poste. Donc, si on a mis un appareillage juridique, légal, pour donner tout l'écosystème pour qu'un métier puisse bien fonctionner, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il parlait des décrets d'application. Pourquoi on attend 5 ans? Pourquoi on attend 5 ans? Le ministère de la Culture a l'un des budgets les plus bas de tout le gouvernement. C'est pas normal. C'est pas normal que ceux qui défendent l'identité, parce que moi je vais même plus loin, la culture c'est notre souveraineté. Au-delà de l'identité, c'est la souveraineté de l'État, de notre nation. On avait même État dit de notre nation. Donc on ne devait même pas réfléchir. On ne devrait pas hésiter. Donc on devrait y aller. Donc c'est pareil pour le droit d'auteur. Quand il faut célébrer les succès, voilà, on va mettre les chansons. Quand on va pleurer au deuil, on va mettre les chansons. Quand on veut même être heureux avec madame entre 4 murs, on va mettre une bonne musique. Non, mais on ne peut donc pas mépriser ce qui nous fait tant de bien. Il faut être juste avec chaque secteur, bien rémunérer ceux qui font ce travail, parce que c'est un travail. Pour ceux qui sont chrétiens, le Seigneur a dit, tout travailleur mérite son salaire. Il faut qu'on puisse donner à chacun le salaire qui lui revient. Vous ne pouvez pas faire qu'un artiste a travaillé, il a fait son album, parfois il a financé, il s'est autoproduit, mais maintenant vous avez diffusé sa musique pour aller lui donner 5 000. Non, il faut qu'on soit minimum juste. Et parfois on se plaint parce que là, même les ancêtres ne sont pas contents. Il faut qu'on puisse véritablement donner de la grandeur à chacun, à chaque métier. Avant de conclure cette émission, Arnold, dis-nous à tout Africain ou Africaine qui te regarde aujourd'hui et dit « Ah, mais il a dénoncé, il a dit, il a exactement peint la situation dans laquelle je suis. Je veux être directeur artistique, mais je ne peux pas parce que mes parents ne comprennent pas. » Bon, moi, je vais déjà dire, ça, c'est une question que j'aurais posée aux petits garçons que j'étais quand j'étais jeune. Voilà. Je vais être directeur artistique, mes parents ne comprennent pas. J'ai envie de dire, en fous-toi de tes parents. Honnêtement, en fous-toi de tes parents. Moi, je suis unique fils à mes parents. J'ai 5 sœurs.
C'était très compliqué d'être dans une maison où déjà tu es sensible à tout ce qui est beauté et tout ce qui est apanage, en fait. C'était bizarre. Mon père, il est un homme en tenue. Du coup, lui, il était militaire. Il faut pas comprendre. Donc, on se lève le matin, on fait comme ça, on fait comme ça. Du coup, je n'ai jamais su mettre les mots. J'arrive à les mettre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me forme et je comprends. Je comprends que j'ai envie de dire, je suis un expert de quoi je n'arrive pas toujours à trouver la formulation tellement j'embrasse des métiers, en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut être psychologue. Quand tu travailles avec quelqu'un qui ne veut pas porter une couleur, il faut lui faire comprendre que ça lui va autant. Il faut être déjà, il faudrait que tu te comprennes toi-même. Moi, j'ai appris à respecter le corps humain. C'était bizarre, parce que quand tu es mannequin, tu dois te déshabiller, mais tu comprends que ton outil de travail, c'est ton corps. Donc, il faudrait que tu puisses faire du sport, que tu manges bien, que tu dormes, que tu ne fumes pas, que tu ne boives pas, que tout ça. Donc, il y a toute une logique qui se fait. Après, quand tu vas au niveau de la direction artistique, il faut être sensible à tout ce qui t'entoure. Je suis très sensible à la musique, très sensible à la musique, très sensible à la voix, aux mots. En fait, c'est tout ça, même aux couleurs. C'est-à-dire que je commence à être très curieux. Donc, c'est pour dire en fait que pour moi, j'ai envie de dire aux jeunes, ne te limite pas, ne te ferme pas, sois ouvert d'esprit. Si tes parents ou ton entourage ne te comprennent pas, il faudrait que tu te comprennes toi pour avancer en fait. Parce qu'à la fin de la journée, quand tu rentres, que toi-même tu t'es pas compris, tu n'as pas le sommeil. Tu n'as pas le sommeil. Merci Arnold. Qui dit Ruben Binam au Cameroun, bien sûr, dit musique. Monsieur Binam, dites-nous en quelques mots seulement, quel espoir avez-vous pour la musique camerounaise? Le Cameroun a toujours été un terreau de talent, de très grands musiciens, notamment les instrumentistes, quelques bons chanteurs, mais beaucoup de très bons instrumentistes. Je suis très optimiste parce qu'en plus, avec la diversité culturelle de ce grand pays de musique, tout n'est même pas encore exploré, je dirais, à une échelle de 15 à 20%. Alors, nous avons encore 85 environ, non, 75 ou 80 ou 85% à explorer. Donc, nous avons du pain sur la planche. Le meilleur est à venir. Otniel, à vous, dites-nous quelle espérance vous avez pour la musique camerounaise. Tout à l'heure, vous avez semblé vraiment pas très... Non, pas que j'étais pas d'accord. C'est une question un peu compliquée. Sur le plan pratique, j'ai le même espoir que quelqu'un qui a un hectare de champ et qui a sa machette. Ça m'appartient, donc je vais faire ce que je veux. La musique camerounaise va devenir exactement ce que nous voulons qu'elle soit. Il faudrait donc qu'on s'y engage. Merci beaucoup, monsieur Otniel. Culture, art, musique, mode, ce ne sont pas des divertissements secondaires, ce sont des vecteurs d'identité, d'économie, de cohésion et d'espoir. Mesdames, Messieurs, à l'approche de la présidentielle, il est temps que la culture cesse d'être une promesse de discours pour devenir une réalité politique. Nous disons merci à monsieur Ruben, merci aussi à monsieur Arnold Batifilek, merci à madame G. Laurentine Assiga et merci à monsieur Otniel d'avoir exprimé le besoin de tout artiste qui nous regarde en ce moment. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue chez Africa 24.